J'avais vraiment ce sentiment que tout avait changé, mais en même temps rien. J'avais les mêmes potes, j'avais la même coloc où je dormais sur un canapé, j'avais les mêmes fringues trouées, et j'étais très bien avec ça, j'avais pas envie de changer de ça, mais en même temps, j'avais plus le même statut, j'avais de l'argent, du temps. Et donc, pour absorber tout ça, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de créer une petite bulle autour de moi et me ressourcer. C'est souvent la question qu'ont les entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent « Là, j'ai besoin de me remettre sur selle. Mais je sens que j'ai pas l'énergie. » Bah ouais, en fait, t'as pas l'énergie parce que ce qui t'a porté jusqu'à la première étape, c'était la reconnaissance, l'argent, etc. Ça, maintenant, tu l'as. Donc là, maintenant, il faut que tu te réinventes. C'est ton système de valeurs qui a shifté. T'as lâché ton bébé. Et ben maintenant, va falloir trouver la future étape. J'y réfléchissais hier soir. Je sais pas si mon ego s'est égaré. Peut-être, les gens me l'ont pas dit, mais sûrement un peu, tu vois. Mais ça a été un vrai sujet de me dire « Ok, là, j'ai eu cette reconnaissance. Qu'est-ce que je vais en faire ?» Et j'ai mis du temps avant de m'en détacher. Et moi, le moment où j'ai fait le choix d'être coach, j'ai mis cette reconnaissance de côté. Feuille blanche. C'en est presque dérangeant. T'as vendu ta boîte et tu déprimes. Quand tu vends ta boîte, certains proches ne comprennent pas et c'est loin d'être anecdotique. Le vide, la perte de statut social, la perte de sens, le questionnement sur l'argent, le regard des proches, c'est souvent en fait un peu tout ça qui traverse celles et ceux qui ont vendu. Ça fait bientôt 100 épisodes que nous donnons la parole aux entrepreneurs qui ont réalisé un exit. Pour vous préparer à vendre votre boîte un jour, on vous partage les montagnes russes des sessions d'entreprise avant, pendant et après le deal. Aujourd'hui, on fait un gros focus sur l'après, les émotions, les conseils pour s'adapter à ce qui est certainement les premiers jours du reste de votre vie. Il a questionné sur ce sujet une centaine d'entrepreneurs pour collecter une data jusqu'à aujourd'hui inexistante. Antoine Despalingues, coach d'entrepreneurs post-exit, est avec nous. Bonjour Antoine. Salut Thomas. Toi-même, tu es passé par là. Tu as cédé Chronoscare à Navarre en 2019 pour un peu moins de 3 millions. Ensemble, je te propose qu'on s'arrête pour partager en exclusivité les résultats de cette étude, à la fois d'un point de vue très quantitatif, mais vous êtes aussi allé creuser plus spécifiquement avec certains entrepreneurs sur ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ressentaient, comment ils traversaient cette phase pas évidente de la vie d'un entrepreneur. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis ravi d'ouvrir Cash Out avec non pas une musique, mais avec le jingle qu'on avait créé pour cette émission. Cash Out. Alors, on parle de 44% des entrepreneurs qui, eux, vivent sereinement leur session, mais 45% qui évoquent un vécu émotionnel plus rude, de la déception, de la fatigue, de l'anxiété. C'est ce qui ressort de l'étude. Ouais, je pourrais le résumer en disant que un entrepreneur sur deux a un spleen après la vente. Ce qui, je pense, toi, ne t'étonne pas, mais ce qui peut étonner beaucoup de gens dans l'écosystème. Ce qui a été hyper intéressant, c'est que cette étude, elle nous a aussi permis de comprendre les raisons de ce spleen et d'essayer de commencer à les expliquer. Faut commencer par comprendre pour résoudre. Exactement. Et on va en parler, mais il y a 3 éléments qui sont ressortis très rapidement de cette étude. C'est le vide. Tu vois, plus de 60% des entrepreneurs nous disaient que la principale difficulté a été de gérer ce vide. Ça, on pourra en discuter. On peut en discuter maintenant. C'est quoi? C'est t'as plus rien dans l'agenda, plus personne t'appelle. Ouais. C'est ça le vide. Ouais, exactement. Tu vois, je pense que c'est pendant des années, tu as un seul objectif. Développer ta boîte. Tu bosses du matin au soir. Le soir, tu as des événements. Tu bosses souvent le samedi. Et de toute façon, ça quitte jamais l'esprit. Voilà. T'as raison de parler de la charge mentale, en fait. Même quand t'arrêtes de bosser, t'y penses. Et du jour au lendemain, tu passes de peut-être 70 heures, 80 heures par semaine à 0. Alors, en effet, ça varie en fonction du deal que tu as, de ton earn-out, mais il y a toujours un matin où tu te réveilles, il est 8 heures, tu déverrouilles ton portable, tu ouvres ton agenda et là, il n'y a rien. Ce que tu disais, il n'y a rien, tu ouvres tes mails, il n'y a pas spécialement de mails, tu n'as pas spécialement de rendez-vous. Et les gens n'attendent plus après toi. T'as cette responsabilité qui fuit en fait avec le deal. T'as raison parce que beaucoup d'entrepreneurs parlent aussi beaucoup des équipes en disant en fait pendant des années ce qui m'a porté c'est faire que les gens dans la boîte soient heureux
Et là, j'ai plus de responsabilité, les gens m'envoient plus de messages, et donc ça questionne directement l'identité de maintenant, mais qui je suis? Ce moment-là, moi je le compare souvent avec un peu la retraite, où tu as vraiment deux types de retraités. Tu as ceux qui se réinventent tout de suite, en fait vivent leur passion et ils ont du temps pour ça, et puis tu en as d'autres qui s'éteignent très rapidement ou à petit feu, mais s'éteignent. Et donc la question c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce temps nouveau, de cette nouvelle vie? Je trouve qu'une question que j'aime beaucoup poser pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est en fait maintenant que tu as 70 heures par semaine de libre, qu'est-ce que tu veux en faire de ces heures? Et comment tu peux le voir comme une opportunité, et souvent comme une opportunité de développer des pans de ta vie que tu n'as pas du tout développé pendant ces années où en vrai tu n'as fait que penser à ta boîte. Et ce que ça veut dire, si on veut préparer au mieux l'entrepreneur, que c'est important, en parallèle du développement de sa boîte, de commencer à faire germer des passions. Certes, on n'aura pas le temps de les exploiter au maximum, et de commencer à cerner d'autres choses chez soi qui nous animent. Ah si, je pense que c'est super dur, mais c'est super important. Déjà, je pense que dans l'équilibre, c'est ce qui fait qu'on va aussi adorer notre boîte, c'est qu'on a d'autres piliers. Donc les jours aussi où c'est dur, parce que le client signe plus, etc., on a aussi d'autres piliers dans nos vies, tu vois, qui nous soutiennent. Et pour l'après, ouais, je pense que ça change beaucoup de choses. Tu vois, sur l'après, il y a une chose qui est évidente, c'est la nécessité de faire un break. Dans l'étude, il y a, on va dire, la moitié des entrepreneurs, c'est leur premier conseil. Fais un break. Et on peut très facilement le comparer au sport. Tu vois, Léon Marchand, après les JO, est-ce qu'il est reparti nager le lendemain? Non, tu vois, et ça aurait été absurde qu'il aille nager. Il a, célébré, et 2, après, il a pris du temps pour couper, voir sa famille, voir ses potes, etc. Et s'il était reparti nager, je pense qu'entre nous, on se dirait, mais c'est sûr, dans 6 mois, il va exploser. Et le risque, c'est d'exploser en vol à repartir trop vite. Exactement. T'as beaucoup d'entrepreneurs, alors t'as ceux qui ont fait cette pause et qui la saluent, mais avec toujours ce questionnement de est-ce que je vais pas non plus laisser passer le train? Quand t'es entrepreneur, tu vois plein d'opportunités à saisir, et effectivement le risque dans la tête de beaucoup de dirigeants, c'est est-ce que je vais pas rater le projet d'après en m'y remettant pas tout de suite? Est-ce que je vais me démonétiser ou pas juste attraper le train quand il passe? Mais quel est le rationnel derrière ça, tu vois? La réalité, c'est que c'est une histoire qu'on se raconte, qu'il y a des trains qui passent, qu'il y a des opportunités qu'on va louper. Il y en a toujours. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Et je pense que c'est aussi une phase de vie où justement, pendant des années, on a pris toutes les opportunités, et c'est le moment de prendre du recul pour se dire, bon, en vrai, où est-ce que je veux déjà aller? Quel est le cap que je veux donner? Et après, je dessine le chemin. Et sur ce chemin, il y aura les opportunités. Mais sauter l'étape de où est-ce que je veux aller, je pense que c'est faire une erreur. Mais il y en a beaucoup qui, alors, à défaut de le regretter, se disent j'aurais peut-être dû ou pu prendre cette pause que tu évoques. Ah, mais moi, le premier, je ne l'ai pas fait, cette pause. Donc, je suis hyper à l'aise avec le sujet. Le vide, si on reste sur du coup, cette première thématique de la difficulté à gérer le vide, la réalité, c'est qu'on n'est pas habitué à ça en tant qu'entrepreneur. Du jour au lendemain, tu te retrouves face à ce vide. Et là, tu as 2 possibilités. Soit tu l'acceptes, tu vis avec et tu acceptes que là, tu as une période de transition qui s'ouvre, super dure. Soit tu fais ce que j'ai fait, c'est-à-dire tu es pris de panique parce que la moitié de tes journées, une fois que tu as fait ton sport, que tu as vu ton pote pour le déjeuner, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, naturellement, tu rebranches ton cerveau comme il est calibré, et donc tu te retrouves à réfléchir aux opportunités, voir ce qui se passe, enchaîner tous les cafés avec des entrepreneurs, et t'as vite un FOMO. Il y a des études qui sont sorties sur les bénéfices de l'ennui pour le cerveau, pour la créativité, et c'est très valable pour des entrepreneurs en fait qui vont faire de ce faux vide en fait une source de création pour la suite. Ouais, tout à fait. T'as pas uniquement le vide qui préoccupe les entrepreneurs après la session. On parle de gestion financière, de rapport à l'argent aussi. Ouais.
Ça, je pense qu'on le comprend. C'est du jour au lendemain, se retrouver avec un compte en banque avec 7, 8, 9 chiffres. Ça, c'est incroyable. Hein. Ça fait super plaisir, mais ça fait aussi très bizarre. Souvent, c'est pareil pour le salaire. Tu passes d'un salaire à moi, dans mon cas, on s'est payé un SMIC pendant des années, et du jour au lendemain, tu passes à un salaire à 6 chiffres. Tu vois. Donc évidemment, c'est incroyable, mais évidemment, c'est déstabilisant. Et je pense qu'il y a 2 questions qui déstabilisent. La première, c'est lié au regard de l'autre. Ouais. Moi, je sais que je me suis dit, mais attends... Que vont penser mes copains? Que vont penser mes copains et comment je vais pas devenir un vieux con? Ouais. Ok, est-ce que, tu vois, on était à un événement ensemble il y a 3 semaines qu'on a organisé avec 108 milliards sur le sujet de l'exit. Une des premières questions qui a eu lieu dans l'assemblée, c'est une personne qui a levé la main, qui est en train de vendre sa boîte. En plus, sa boîte, le montant va être public. Et il a dit, comment vous avez fait pour gérer l'annonce de la vente et des montants à vos proches, et est-ce que vous avez perdu des potes? Et la réponse de Sarah Danint, tu sais, qui est médaillée olympique, qui était là, elle a dit, bah ouais, en fait, tu vas peut-être perdre tes potes, ça fera peut-être un tri. Et donc, je trouve que cette réponse était quand même très directe. Qu'est-ce qui fait qu'on... Alors, parfois, c'est aussi des fausses projections, des peurs qu'on peut se faire, mais ça peut aussi être une réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ses amis? C'est qu'ils comprennent pas, qu'ils ont l'impression qu'on change après la vente de sa boîte. C'est si tu payes pas tous les restos, on se dit que t'es une pince. Enfin, ça tient à quoi? Je pense vraiment que la responsabilité est plutôt sur les amis que sur l'entrepreneur. Franchement, c'est dur de répondre à quoi ça tient. Je pense qu'il y a plein de variables. Mais ce qui est sûr, c'est que la responsabilité de l'entrepreneur est d'arriver à être transparent sur ce qu'il ressent, arriver à le verbaliser. Pas se mettre une énorme carapace en disant que tout est simple, que maintenant il est riche, tout est cool. Je pense que la responsabilité des amis, c'est aussi de se mettre dans les baskets de l'entrepreneur et dire que pour lui, c'est un énorme chamboulement. Et que pour moi, les bons potes, c'est pas un sujet, ils resteront là et ils s'en fichent de l'argent. En fait, on dit beaucoup que parfois les proches ne comprennent pas, mais ils comprennent déjà pas toujours la trajectoire entrepreneuriale. Tu parlais de la charge mentale, de tous ces petits sujets que vit l'entrepreneur et où il n'a pas toujours l'occasion de pouvoir échanger avec des proches. Donc, a priori, les proches qui ont compris ça pendant toute la trajectoire devraient aussi être les mêmes qui comprennent l'après. Exactement. Un autre sujet qui est ressorti de l'étude, c'est cette notion de lâcher le bébé. Ouais, là on touche à un sujet, je pense, encore plus profond, qui est lié à l'identité. En fait, on le sait, pendant des années, quand tu es entrepreneur, moi j'étais Antoine, le fondateur de Chronoscare. J'allais à des dîners, c'est comme ça qu'on me voyait. Du jour au lendemain, tu redeviens juste Antoine. Et là on te dit, qu'est-ce que tu fais? Et dans ta tête, tu te dis, oh, moi je me rappelle, je commençais à transpirer, à me dire, oh là là. Faut que je dise un truc. En fait, je fais rien en ce moment. Et en fait, dire ça, par exemple pour moi, et comme beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, c'était impossible. Donc, tu commences à baragouiner, à bafouiller, etc. Parce que c'est trop dur de dire, écoute, en vrai, je suis en transition et je prends du temps pour moi. C'est Fariacha qui en parlait très bien à l'événement que tu évoquais. C'est accepter un moment que là, tu ne fais rien. Mais c'est dur de le tenir sur la durée aussi. Ouais, tout à fait. Et c'est là où... Après, je rencontre, en ce moment, pas mal d'entrepreneurs et que j'ai rencontrés dans l'étude. On sent qu'ils sont bien dans leur basket, mais ils font cette pause. Et c'est génial à voir, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples inspirants. Et de sérénité. Exactement. Ouais. Et tu vois, le deuxième enjeu, je pense, lié à l'identité, c'est plus sur les valeurs. C'est-à-dire que, pour moi, là, on a eu un moteur... C'est que t'imagines, on est une voiture, on a mis de l'essence, et cette essence, c'était peut-être la reconnaissance, l'argent, la fierté, et mine de rien, l'ego, le challenge. Exactement. Et tu coches toutes ces cases une fois que tu as vendu ta boîte. Et donc là, et c'est souvent la question qu'ont les entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent, ok, là, j'ai besoin de me remettre sur selle, mais je sens que j'ai pas l'énergie. Bah ouais, en fait, t'as pas l'énergie parce que ce qui t'a porté jusqu'à la première étape, c'était la reconnaissance, l'argent, etc. Ça, maintenant, tu l'as. Donc là, maintenant, il faut que tu te réinventes. Et ça, en fait, c'est ton système de valeurs qui a shifté. Et ça, c'est un deuxième gros challenge
Donc, tu as lâché ton bébé, et ben maintenant, va falloir trouver la future étape. Ça me rappelle un entrepreneur qui avait planté sa première boîte, puis vendu la seconde. Et donc là, on pourrait dire qu'il a coché toutes les fameuses cases qu'il espérait un jour atteindre. Et en fait, pour lui, c'était déjà un partout, balle au centre, et il fallait reprouver à nouveau quelque chose. En fait, ça s'arrête jamais de vouloir se prouver des choses. C'est peut-être pas les mêmes choses qu'on veut se prouver, c'est peut-être pas les mêmes ressorts qu'on va chercher, mais il faut cette adrénaline d'une manière ou d'une autre sur le projet d'après. Ouais, et tu as des exemples, tu vois, Sarah Danint, encore une fois, qui est médaillée olympique, nous racontait comment elle est passée justement d'un moteur qui était le résultat à la performance. Une fois qu'elle a atteint et qu'elle a été médaillée olympique, elle a dû changer ce moteur. Et ce moteur, elle a changé de la performance à prendre du plaisir. Et elle est devenue encore plus forte. Je crois beaucoup à cette notion aussi pour les entrepreneurs qui ont eu cet argent, ont eu cette reconnaissance, et maintenant se dire, ok, mais en vrai, si je relance un projet, comment je peux à fond me faire kiffer ? Et ça, je pense que c'est une source d'énergie incroyable et j'invite beaucoup les entrepreneurs à creuser ça. Je veux bien qu'on parle de, maintenant qu'on a eu la data, et puis on aurait pu creuser encore un peu plus spécifiquement sur chaque point. J'imagine que l'étude est en ligne, ouais. Donc c'est sur 108 milliards. Exactement. Sur les conseils, assez applicable rapidement pour tout entrepreneur qui va être amené ou qui vient de vendre la boîte. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il y en a deux qui Il sont, ou elle, d'ailleurs. Qui sont les conseils des entrepreneurs qu'on a récoltés. Il y en a deux qui sortent du lot. Le premier, on l'a déjà un peu évoqué, c'est faire un break. Et le deuxième, c'est une fois que ce break a été fait, mais seulement une seule fois qu'il a été bien fait, se remettre en mouvement et prendre le temps de réfléchir à la suite. Je peux détailler un peu les retours qu'on a eus sur l'étude. Donc, faire un break. Déjà, c'est une notion qui n'est pas évidente parce que quand tu dis faire un break à un ou une entrepreneuse, ça veut tout et rien dire. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est à chacun de s'approprier cette notion. Il y en a, ça va être de partir voyager, randonner, juste passer du temps en famille. D'aller chercher leur gamin à l'école. Exactement, aller lire, voilà. Je pense que c'est un point important. Évidemment, le voyage, c'est la première chose qui vient en tête et c'est aussi une voie facile parce que tu coupes de ton environnement. Donc, ça te fait un changement radical qui fait du bien. Et visible. Et visible. Mais tout le monde ne le peut pas. Tu as une famille, tu as des enfants. Et donc, c'est aussi possible de trouver cette pause dans le quotidien. Pour moi, il y a 3 éléments qui sont primordiaux. C'est de faire des activités qui sont non productives. Donc, tu vois, lire, c'est non productif, aller au cinéma, le sport, passer du temps avec des potes. La deuxième, c'est que ça nous fasse plaisir, parce qu'il y a cette notion d'énergie, tu vois, aller chercher. Et le troisième, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font des pauses, mais en fait, tous les soirs, dès qu'ils rentrent, ils disent « Non, je ne devrais pas être là, etc. » Et en fait, ça... Parce que tous tes autres potes bossent. Et ça, c'est contre-productif, in fine. Et tu vois, on me demande souvent aussi dans les conseils concrets, la durée du break. Très dur de répondre, mais ce qu'on a vu avec l'étude, c'est qu'en moyenne, on parle de break de 6 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 0% des entrepreneurs qui regrettent d'avoir fait un break de 6 mois. Trop long. Ouais. Par contre, tu as tous les entrepreneurs qui disent à refaire, je ferai un break plus long. Donc ça, c'est une évidence sur la durée, c'est que en fait, tu feras jamais un break trop court. Donc ça, c'est sur la première partie qui est le premier conseil de faire un break. Sur le deuxième conseil, qui est de se remettre en mouvement, là, il y a quand même 80% des entrepreneurs qui conseillent d'en parler autour de soi. Et en fait, il y a 3 publics, c'est 1, les proches, 2, les entrepreneurs, et 3, d'aller voir un professionnel. Que ce soit un thérapeute, un coach, mais une personne qui peut t'écouter et que tu vois régulièrement. Je pense que c'est ça les critères importants. Avec un regard très neutre aussi, décorrélé de tout jugement ou tout intérêt. Exactement. Justement, aujourd'hui, toi, tu coaches des entrepreneurs post-exit. Est-ce qu'on peut parler du chemin que vous empruntez? J'imagine qu'il y a plusieurs patterns, mais ce qui fait un bon psy, quand on parle de psy, c'est pas forcément celui que tu vois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si on a une relation très héroïste à ce coaching post-exit, qu'est-ce qui fait qu'on ressort vite les pieds stables sur le sol? Ouais. Si tu veux bien, avant, je détaille juste les 2 premiers points, parler à ses proches et les entrepreneurs, parce que ça me semble important. En plus, c'est gratuit. Donc, c'est bien de rappeler. Donc,
les proches, je pense que c'est hyper important, on l'a déjà un peu évoqué, mais pour verbaliser ce qu'on ressent. Par exemple, le fait d'être un mardi à 16h dans un canapé en post-exit, c'est pas être un énorme flemmard. C'est faire les bonnes choses pour justement retrouver l'énergie. Et ça, c'est hyper important que les proches le reconnaissent. Donc ça, c'est sur l'exemple des proches. Le deuxième, sur les entrepreneurs, le vrai intérêt, c'est que à partir du moment où on a fait ce break, rencontrer des entrepreneurs, c'est quoi? C'est 1, parler à des gens qui nous comprennent, et 2, créer des opportunités. Donc là, c'est le moment pour dire, OK, en fait, je vois plein de gens différents et tout. Voilà. Juste, ça me semblait important de revenir sur ces points. T'as raison. 3, sur aller voir un professionnel. Déjà, ça peut être, en fonction de ce qu'on a vécu, un psy, un coach, d'autres types de thérapeutes. En l'occurrence, ta question est sur le coaching, et c'est notamment parce que je suis coach. Déjà, les entrepreneurs qui viennent me voir, ils sont à des stades un peu différents. Il y en a qui, justement, sont à un moment de pause et me disent « J'arrive pas. J'arrive pas, en fait. Genre, je profite pas du tout de ma vie. Je suis censé être en pause, mais je prends pas de plaisir. » Et le deuxième cas, c'est « J'arrive pas à me remettre en selle. » Soit j'ai pas la bonne énergie, soit je lance des projets, mais ça plante. Je sens qu'il faut changer une variable. Donc souvent, les gens ils viennent avec ces sujets. Et après, le travail qu'on fait, c'est un travail sur plusieurs mois. On se voit une fois par semaine. Donc en fait, il y a un vrai engagement de l'entrepreneur. Je pense que la démarche de démarrer un coaching est déjà un projet en soi. Parce que tu investis du temps, on se voit une fois par semaine, ils bossent entre les séances. Et sur quoi? Sur, justement, je peux te détailler un peu ce qu'on travaille. En fait, globalement, il y a 3 objectifs derrière ce coaching. Faire prendre conscience de tout ce qui est inconscient. 2, s'appliquer à, en fait, savoir quelle histoire tu veux retenir. Donc, par exemple, il y a des entrepreneurs qui, au moment de la vente, se disent « Ah, mais c'est incroyable, génial. » Il y en a qui se disent « Oh là là, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire ?» Et en fait, retenir l'histoire de « Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je suis en panique, je suis stressé, etc. » Bah ça va générer derrière des comportements, des émotions et donc des résultats dans ta vie qui vont t'handicaper. En fait, c'est la même histoire, mais il y a 2 manières de la raconter. Exactement. Et donc, on va voir laquelle on veut vraiment retenir pour aller dans la bonne direction dans la suite. Et 3, on construit des routines de santé mentale pour que justement, ils puissent aborder la suite sereinement. Donc, tu vois, des routines, ça peut être, on passe beaucoup par l'écriture, parce que l'écriture aide énormément à prendre tout ce qu'il y a dans notre cerveau et le poser et dire, OK, ça existe. On fait notamment avec beaucoup d'entrepreneurs un travail autour des émotions pour qu'ils conscientisent ce qu'ils sont en train de vivre. Super important. Dans les routines, on a aussi la visualisation qu'on utilise beaucoup, qui est un outil très puissant pour des entrepreneurs après la vente. Parce que souvent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, ils ne savent pas le projet qu'ils veulent. Mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas de visualiser, par exemple, un état. Donc, par exemple, de dire, en fait, j'ai envie, dans 3 ans, que quand je rentre du boulot, je sois serein, je sois joyeux, et je sois excité. OK, en fait, c'est ça ton end goal. Le chemin, on ne le connaît pas encore. Mais si tu te répètes ça tous les jours, naturellement, tu vas câbler ton cerveau pour qu'il prenne les bonnes décisions pour t'amener vers ce chemin de sérénité. Et en fait, la question, c'est pas est-ce que je dois remonter une boîte ? Est-ce que je peux devenir salarié ou est-ce que je dois devenir bénévole ? La question, c'est OK, en fait, j'ai envie d'être plus serein dans ma vie. Il y a beaucoup de coachs dans ce monde et parfois avec un regard qu'on peut porter sur le coaching qui est très lié à, je vais pas dire des charlatans, mais des gens qui sont pas très bons dans ce métier. Comment aujourd'hui, et notamment peut-être avec les neurosciences, tu arrives avec une approche qui peut peut-être crédibiliser l'approche, la méthode. Et puis, après, à la fin, c'est toujours aussi des recommandations, j'imagine, qui font la diff. Ouais, donc peut-être là, pour raconter rapidement mon histoire, c'est que donc moi, j'ai vendu la boîte en 2019. On en parle dans 2 minutes. Et après, moi, je suis devenu coach parce que ça faisait 4 ans que je sentais que j'étais un peu dans une impasse et que j'avais pas digéré mon post-exit et je me suis fait coacher. Premier point important. Je me suis fait coacher sur la méthode que j'applique aujourd'hui qui est basée sur les neurosciences. Ça, moi, ça a changé ma vie. J'ai décidé de me former et maintenant, j'applique cette méthode. C'était très dur aussi pour moi au début de me dire je vais devenir coach parce que ce que tu as dit là,
il y a plein de charlatans. Je peux te dire que moi, dans mon inconscient, c'était super fort. Et dans l'inconscient de mon entourage, c'était super fort. Mon daron, quand je lui ai dit, je vais devenir coach, t'aurais vu sa tête. Parce qu'il y a aussi un inconscient où les coachs sont des gens de 55 ans, 60 ans, qui ont fini leur carrière et qui, en fait, font du consulting. En fait. Il y a un peu ce même regard que sur les critiques d'art qui étaient des artistes ratés. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai décidé de retenir une autre version de ça, de dire, en fait, moi, les coachs que j'ai rencontrés, ils ont été exceptionnels et ils ont eu un énorme impact dans ma vie. Donc moi, en fait, si je fais partie de ces coachs-là, ça va être de la bombe. Ouais. Et donc, pour te répondre sur le coaching, en fait, la neuroscience, ce qui est quand même incroyable, c'est que pendant des années, donc notamment avant les années 70, c'était tu nais, tu as la petite enfance, tu as l'adolescence, globalement ça peut créer des traumas et après tu n'évolues plus. Il y a eu une évolution énorme qui a eu lieu dans la neuroscience il y a quelques années, c'est la plasticité cérébrale. Tu peux reprogrammer le cerveau. Exactement. Donc ça veut dire que tout au long de ta vie, tu peux recréer des nouvelles connexions neuronales. Donc en fait, c'est pas parce que tu penses d'une certaine manière ou que tu comportes d'une certaine manière que tu peux pas changer ça. Et donc ça, en fait, c'est hyper fort parce que ça veut dire que tout au long de notre vie, si on décide de prendre du temps pour comprendre comment notre cerveau fonctionne, identifier les schémas qui nous bloquent pour essayer de construire de nouveaux schémas qui sont bien plus aidants, on est capable de le faire. C'est cette idée de routine. Ouais. C'est comme ça qu'on débloque le cerveau, qu'on le reprogramme. C'est en réadaptant tous les jours des petites choses de sa vie. Comment ça fonctionne le cerveau pour demain reprogrammer? Alors ça marche pour la session, mais ça marche dans pas mal de choses, j'imagine. Ouais, le concept derrière, et les gens qui écoutent pourront aller regarder, il y a plein de contenu là-dessus, c'est l'index de computation. C'est charabia, je vais essayer de te le décrire. C'est de dire que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est tes pensées qui génèrent tes comportements, donc comment tu agis, tes émotions et les résultats que tu crées dans ta vie. Donc en fait, le point de départ, et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelles sont les pensées qui me bloquent, comment je peux les remplacer par des pensées aidantes. Je te donne un exemple. Là, on est dans ce podcast. Si avant d'arriver dans ce podcast, je m'étais dit « Oh là là, je vais me planter, j'ai peur de parler en public. » Ok. Comment je me serais comporté? Il n'y a que nous, Antoine. Oui, mais ça, je peux te dire que je pense que beaucoup de personnes vont penser ça, ou peuvent penser ça. Émotionnellement, tu es stressé. Donc la manière dont tu te comportes, moi, si je suis stressé, c'est que je parle beaucoup plus vite, que je t'aurais pas trop écouté. Et donc le résultat, c'est qu'en fait, j'aurais eu l'impression de passer à côté du podcast et j'aurais pas pris de plaisir. Donc ça peut être un schéma. Par contre, si je me dis, ok, quel résultat que je veux? Déjà, je veux passer un bon moment avec Thomas. 1. 2, je veux prendre le temps de partager mes idées et si j'ai pas le temps de tout partager, c'est ok. Ça, c'est le résultat que je vise. À partir de là, quelle émotion j'ai envie de ressentir? J'ai envie de me sentir confiant, joyeux, amusé. Ok. Quelles pensées vont m'aider à faire ça? Me dire, je sais pas, que je suis à ma place et que adviendra ce qu'il adviendra. Et donc là, on a vu qu'en changeant, on l'a fait en 2 minutes, le système de pensée, on change totalement les résultats qu'on crée dans nos vies. Et donc c'est exactement ça qu'on fait avec les entrepreneurs, c'est identifier leurs objectifs et voir les pensées qui les éloignent de leurs objectifs. Donc c'est comme ça qu'on reprogramme le cerveau. Et en effet, ça passe par de l'écriture et de la répétition. Parce que comme tout système, en fait, si tu as un système de pensée qui existe depuis 15 ans, c'est que en étant régulier. Et c'est pour ça qu'on prend, donc un coaching, c'est entre 3 à 6 mois, on se voit 1 fois par semaine. Et c'est pour ça qu'il y a du boulot entre les séances. Maintenant, tu comprends mieux. Faut s'engager. J'avais vu une donnée, mais que j'ai plus exactement en tête, sur le nombre de fois où une répétition devient une habitude. Je crois que souvent, c'est 21 jours. Donc, par exemple, quand on donne un exercice par exemple, de visualisation, la recommandation, c'est d'écrire pendant 21 jours cette visualisation ou de l'écouter. Donc, la visualisation, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est de dire, si tu vas te répéter tous les jours que tu veux devenir ou que tu vas devenir champion olympique, ta probabilité de devenir champion olympique est bien plus élevée. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Sarah Danin, toujours la même, lors de notre conférence, qui a dit, à partir de mes 16 ans, tous les matins, je me suis répété que j'allais devenir champion olympique. Et en fait, derrière ça, c'est pas de la magie, c'est qu'elle câble ses pensées, ses émotions et ses comportements pour naturellement faire les bonnes actions pour devenir championne olympique. Et donc ça, pareil pour les entrepreneurs,
Si l'entrepreneur il veut devenir plus serein, on va créer une petite scène de visualisation qui peut être vue comme une pièce de théâtre où c'est l'acteur principal. Et tous les matins, il va se la répéter. Antoine, je vais te proposer maintenant de nous parler de ton aventure de la session, donc de visualiser en musique les quelques moments clés. On va pas faire l'avant, le pendant, l'après. On en a choisi 2 autour de cette première musique, Down Under, Men at Work. On écoute. Ah bah si, bien sûr. Tu connais. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Ça me fait plaisir de réécouter cette chanson. Elle a une signification pour toi. Ouais, j'adore. T'as un peu dansé dessus et ça me faisait penser. La première fois que j'ai écouté cette musique, c'est Éric Bellion, donc un concurrent du Vendée Globe en 2020, qui a mis cette musique à fond dans son bateau quand il a passé l'Australie. Et en fait, cette musique, pour moi, elle symbolise énormément l'après-vente. Parce que pour moi, c'est exactement comme quand tu finis... Le passage d'une ligne. Ouais, tu finis ton tour du monde. C'est incroyable, t'es hyper heureux, mais t'es complètement déphasé. Donc en fait... t'as vécu quelque chose d'assez extraordinaire dans le sens étymologique du terme. Exactement. Peu de gens le vivent. Exactement. Et tu rentres, et en fait, t'es bourré d'émotions complètement paradoxales. Donc t'es hyper joyeux, c'est extraordinaire, mais t'as aussi hyper envie d'aller juste te coucher. En tout cas, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Il était 23h30 au moment de la signature. Ça faisait 3 heures qu'on attendait dans un bar cette signature, parce que c'était une signature électronique. À distance, ouais. En fait, quand la signature a eu lieu, on a fini notre demi, je suis parti me coucher, et à partir de là, la seule chose dont j'avais envie, c'était du calme. Et en l'occurrence, je suis parti en Bretagne, parce que c'est mon terre-terre. T'étais pas loqué? Si, en fait, donc là, j'avais 4 jours, on va dire, entre la vente et le début de la suite de l'aventure chez Narvar. Et ces 4 jours-là, je n'avais qu'une envie, je te dis, c'était d'avoir du calme. Avec pas de stimulation. Non, parce que j'avais vraiment ce sentiment que tout avait changé, mais en même temps, rien. Rien n'avait changé. J'avais les mêmes potes, j'avais la même coloc où je dormais sur un canapé, j'avais les mêmes fringues trouées. Et j'étais très bien avec ça, j'avais pas envie de changer de ça, mais en même temps, j'avais plus le même statut. J'avais de l'argent. Du temps. Exactement. Et donc, pour absorber tout ça, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de créer une petite bulle autour de moi et me ressourcer. Cette bulle, est-ce qu'elle a été si ressourçante? 4 jours, ça reste court. Tu parlais tout à l'heure de prendre le temps. Là, évidemment, on n'y est pas. Après, c'est aussi le jeu du deal. C'est que tu vends. Là, en l'occurrence, tu étais quand même censé reprendre chez l'acquéreur. Donc ça aussi, c'est une phase particulière où tu es chez toi, tu n'es plus chez toi. Totalement. Pour répondre à ta question, non, c'était pas du tout suffisant. Avec du recul, je pense que j'aurais essayé de négocier d'arrache-pied, d'avoir quelques semaines entre les deux. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est quasiment infaisable. Au bout de 4 jours, il fallait appeler tous les clients pour organiser la transition. Donc, t'es un peu obligé. Donc, j'ai suivi le rythme, tu vois, tant bien que mal. Mais quand même, t'engranges de la fatigue. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis parti au bout d'1 an et 3 mois. On avait 3 ans d'earn-out, mais au bout d'1 an et 3 mois, t'as dit stop. On a fait le boulot, on a fait la transition de nos clients. Si c'est pour rester, c'est pour développer le business. On a des salaires qui pèsent lourd, on va pas être les bonnes personnes, ça nous branche pas. Donc là, on part. À ce moment-là, cette décision, t'en parles comme ça assez rapidement. Elle se fait simplement ou c'est quand même malgré tout
des débats avec ton associé, peut-être des échanges plus ou moins houleux ou très, très simples et fluides avec le repreneur? Parce qu'à la base, tu étais engagé sur 3 ans. Alors, avec l'associé, hyper simple. On est très alignés. Avec le repreneur, plus compliqué. Parce que le repreneur américain, qui déjà ne connaît pas trop le contexte légal français. Donc, concrètement, on lui a dit qu'on n'allait pas démissionner. Donc, ça l'a un peu surpris. Et donc, on a eu des discussions de rupture co, qu'au final, on a eu. Mais ouais, les débuts étaient un peu compliqués. Après, nous, on avait la conscience tranquille parce qu'on avait fait le job de faire la transition vers les clients. Et on était sincère de dire, en fait, on n'est pas du tout les bonnes personnes pour la suite, quoi. Et je pense qu'avec nos salaires, ils ont pu recruter des gars super et trop bien, tiens. Mais j'ai eu un contexte de burn-out très cool. Ouais. Beaucoup de liberté. On était à Paris, petite équipe de 4-5. Franchement, c'était un burn-out très sympa. Et après, ce que je commençais à te dire, c'est qu'il y a eu on part de là. Là, on se prévoyait des voyages, mais Covid. Et là, Covid... C'est le moment d'envoyer Vianney, non? C'est le moment d'envoyer Vianney. Allez, très bien. On y va. Merci. Maintenant avec Renaud. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas. Immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour. Je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Montent les mers, fanent les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les 10 papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici-bas? Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balayer le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balayer les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux. Elle est ouf cette chanson. Elle dit beaucoup de choses. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je suis pas sûr d'avoir beaucoup de choses à dire parce que juste à lire les paroles, ça dit tout en soi-même. Je trouve que déjà, moi, elle me fait du bien quand je l'écoute. Ça ramène à un peu des choses essentielles. Tu vois, sur la vidéo aussi, le clip, t'as ses enfants. Et du coup, là, tu vois, j'avais envie de la passer parce que pour 2 raisons. Au tout début, il parle de l'ego qui s'égare. Une fois que tu as un peu atteint le sommet, etc. Et moi, j'avais ce sujet de reconnaissance. Ouais. La boîte, je l'ai montée. Franchement, c'était pas des questions d'argent, c'était être reconnu. Comme bon dans quelque chose. Ouais, envers mes proches, montrer à mes parents, je suis enfant unique. Donc, tu vois, j'avais cette volonté de montrer que j'étais bon, voilà. Et au moment de la vente, je pense que je me suis senti hyper puissant, quoi. Hyper puissant. Je sais pas si... J'y réfléchissais hier soir, je sais pas si mon ego s'est égaré. Peut-être, les gens me l'ont pas dit, mais sûrement un peu, tu vois. Mais ça a été un vrai sujet de me dire, ok, là j'ai eu cette reconnaissance, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai mis du temps avant de m'en détacher. Tu vois ce que je te disais? Et moi, le moment où j'ai fait le choix d'être coach, j'ai mis cette reconnaissance de côté. Parce que c'est pas la voie royale pour être reconnu, tu vois. Donc moi, déjà, ça m'a fait beaucoup écho, cette partie l'ego qui s'égare. Et la deuxième chose, et là, ça va me refaire revenir à la pause, c'est que je trouve qu'il fait prendre vachement de recul dans cette musique sur ta vie. Et dire, en fait, c'est quoi les choses importantes? À quoi tu veux dédier du temps? Et aussi, il verbalise assez facilement que c'est OK de se poser il dit, je crois, 10 000 pensées par jour. Ça, je me suis
beaucoup reconnu là-dedans après la vente où justement il y a eu le Covid et là pendant 3 semaines, un mois, je me suis retrouvé chez moi, c'était canon en Bretagne. Globalement, j'ai bouquiné, j'ai écrit un peu les mémoires de mon grand-père. C'était un super moment. Mais tu vois, au bout de 3 semaines, en fait, j'avais la bougeotte. Et j'ai rappelé mon associé en disant, vas-y, on va relancer une boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on refait pareil, en fait, un SaaS B2B, parce que c'est ce qu'on sait faire. On connaît. Exactement. Et en fait, avec du recul, je comprends que j'ai fait une énorme erreur. C'est qu'en fait, j'ai pas agrandi mon champ de vision sur le monde. Comme j'ai pas voyagé parce qu'il y a eu le Covid, c'était super le Covid, hein, mais j'étais avec mes parents, j'ai lu, j'ai écrit sur mon grand-père, mais du coup, je suis pas allé voir autre part. Donc, le monde était toujours le même pour moi. Donc, remonter un SaaS B2B, c'était une évidence. Et c'est là où je trouve que ce concept de pause, en fait, c'est un moyen d'aller explorer des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire pour se découvrir autrement. Se découvrir et savoir là où on veut vraiment dédier son énergie. Tu vas donc lancer avec ton associé un second SaaS B2B. Ouais. Oh, ça vient. Oh, ça sort du cœur, là. À quel moment tu vas comprendre qu'en fait, non? Déjà, on monte 3 boîtes dans l'année. Tu vois, on lance des projets, au bout de 4 mois, on les arrête. Un projet dans la compta, ça me semble lunaire. D'autant plus aujourd'hui, vu la place où je suis coach et mon associé qui fait du théâtre. Autant dire qu'on se posait des questions de sens. Et la compta, c'était pas le premier sens. C'était pas le premier sens, tu vois. Alors après, on a notamment monté une boîte dans la psychologie. Là, je pense qu'on commençait à se rapprocher un peu de notre zone. Et on a lancé 2 podcasts. Où là, on s'est pour le coup éclaté. Mais quand même, au bout d'un an, moi, je me dis... Pas encore. Si je vais pas dans la bonne direction, là, tu vois. Et donc, on fait une pause entrepreneuriale. Et je me dis, OK, on remet tout à plat. Et je vais reprendre de l'énergie. Je vais peut-être chercher un CDI. J'ouvre la porte à ça. J'ai envie de découvrir un nouveau secteur. En l'occurrence, ça va être l'agriculture. Et j'ai envie d'avoir un mentor. Parce que mine de rien, j'ai monté la boîte à 22 ans. Et que j'ai besoin de quelqu'un qui m'emmène autre part. Voilà. Et donc là, je rejoins Hectare et je deviens directeur de l'incubateur. Et c'est canon. Et je pense que c'est souvent d'ailleurs un chemin qu'empruntent les entrepreneurs qui deviennent soit investisseurs, soit accompagnateurs, consultants. Et en l'occurrence, moi, j'ai accompagné 80 entrepreneurs dans l'agtech et c'était canon. Et alors, à quel moment tu vas faire le switch justement vers cette nouvelle activité de coaching? Écoute, je me rappelle très bien, c'était en 2023, je suis dans le train qui me ramène justement de la ferme Hectare. Et j'ouvre LinkedIn, c'est quand même très rare à l'époque, et je tombe sur un post de Stéphane Bourbier, le fondateur d'Astérion. Je crois que j'ai le post là, j'ai envie de te lire 2 lignes, je m'étais dit ça parce que ça... Il commence en disant « Choc émotionnel et dépression post-revente. Pendant mon long voyage en vélo de cet été, beaucoup d'émotions de mon premier Saint-Jacques-de-Compostelle sont remontées. J'avais 35 ans et je venais de sortir d'une aventure entrepreneuriale qui m'avait mobilisé pendant 6 ans. Et parmi tous les écueils qui attendent les entrepreneurs, on oublie trop souvent de parler de la dépression post-revente. Je n'avais plus besoin de travailler pour vivre et n'avais aucune idée du sens à donner à ma vie et de la manière de combler tout le vide existentiel que mon travail acharné avait longtemps masqué. » Alors, pour te remettre dans le contexte, je lis ça, et là, moi, je suis là, waouh. Pour la première fois, quelqu'un met des mots sur ce que j'ai vécu, et je comprends que je suis pas seul. Et donc là, j'ai un déclic. Évidemment, je lui envoie un message, et je commence à me mettre en selle. Je me renseigne sur le sujet, je regarde ce qui est bon, je commence à voir un psy, et je commence un coaching. Ce coaching, pour moi, il est clé. Tout ce qu'on a évoqué avant sur mes pensées bloquantes, j'en avais plein et j'avais pas du tout digéré la vente. Donc ça me remet sur pied et à partir du moment, il y a une séance où justement il y a ce sujet de reconnaissance qui vient, que je m'autorise à le mettre de côté et à me dire ok, maintenant je vais me faire plaisir. Et je savais que me faire plaisir, c'était de passer côté accompagnateur. Et en l'occurrence, le coaching, j'avais rien fait qui était plus utile dans ma vie. Et où je me sentais autant à ma place. Pas vivre les mêmes écueils que ceux par lesquels t'es passé. Exactement. Et aujourd'hui, c'est ça mon driver. Et tu vois, naturellement, les premières personnes que j'ai coachées sont des entrepreneurs qui avaient vendu leur boîte. Je pense que naturellement, il y avait un match.
Et après, les choses ont continué. Et d'ailleurs, c'est ça le début de l'étude. C'est qu'en fait, à force d'accompagner des entrepreneurs, moi, je leur envoyais souvent de la documentation, tu vois, tes épisodes de podcast. Et notamment la documentation, j'envoyais beaucoup de choses qui venaient des US. Et à un moment, on s'est dit, mais on manque de données fiables en France sur l'écosystème, qui permet notamment, je trouve, l'un des intérêts, c'est de dire aux entrepreneurs, ok, t'es pas seul. Et donc, à partir de là, on s'est mis à creuser, on a lancé l'étude auprès de 100 entrepreneurs, on voyait qu'il y avait un intérêt, donc on a lancé une soirée pour justement aussi créer du lien avec chacun. Et in fine, on fait une retraite avec 108 milliards en octobre, pour que ceux qui veulent aller plus loin, leur offrir un espace pendant plusieurs jours où ils échangent et on leur transmet des outils de coaching. J'en profite pour celles et ceux qui ont vendu ou qui envisagent de vendre. Alors nous, c'est pas des retraites, hein, mais on fait de temps en temps des dîners, des déj avec les invités et des auditeurs. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il doit y avoir un lien sous les plateformes pour nous contacter si ça vous intéresse. La retraite, t'as dit c'est en octobre? Ouais, c'est en octobre. Et ben le message est passé. Tu parlais de ce qui te faisait plaisir aujourd'hui. Il y a peut-être un peu de ça dans la musique qu'on va écouter pour conclure. Je t'ai demandé une musique pour me dire sur quoi t'as fait la fête et t'as célébré. Je sais pas si c'est la célébration de la vente ou la célébration de cette nouvelle vie. Mais en tout cas, on part bien avec Lay All Your Love on Me d'Amanda Seyfried. J'espère que je le prononce bien. Un immense merci à toi, Antoine. On finit en musique. On envoie tous les entrepreneurs que tu as accompagnés. Je savais pas penser comme ça. Je clip en même temps. Je sais. J'imagine tous les entrepreneurs avec leurs palmes à sauter dans l'eau. Merci Thomas.